effectivement, aujourd'hui, il y a eu des débats sur faut-il des RegTech ou pas. Et moi, je suis persuadé qu'il en faut définitivement. C'est un petit peu un lieu commun de dire que les données explosent en ce moment sur Terre, que les réseaux de télécommunications transportent de plus en plus de données. Mais ce qu'on sait moins, ce sont la nature de ces données. Je ne sais pas si vous savez que aujourd'hui, selon le cabinet d'analyse IDC, le volume total des données à analyser, je parle bien de données à analyser, devrait être multiplié par 8 d'ici 2025 et que ce volume de données représente 163 zeta-octets. Alors j'ai appris à cette occasion ce qu'étaient des zeta-octets. Ça représente 163 milliards de téraoctets. Donc aujourd'hui, on a à analyser et à exploiter 163 milliards de téraoctets dans nos entreprises, et on doit le faire de manière sécurisée. Ces données, elles changent profondément. On est passé d'un système où les données étaient des vidéos, des photos. Alors certes, il y a un effet personnel, il y a un effet particulier sur les photos, mais on passe à des données qui sont beaucoup plus humaines, beaucoup plus vitales pour l'humain. L'essentiel des données de demain, ça va être les données qui vont être collectées par les objets connectés, et donc ce sont des données qui renseignent énormément sur votre vie privée, sur la santé, etc. Donc on a un besoin effectivement de traiter, d'analyser ces données-là et de le faire de manière sécurisée. On a eu un certain nombre d'événements qui ont poussé les entreprises à se responsabiliser. Évidemment, la crise financière de 2008, 321 milliards de dollars de sanctions fiduciaires qu'ont dû payer les banques d'après le Boston Consulting, et dont sont 119 milliards pour les banques européennes. On a eu aussi évidemment l'affaire des Panama Papers, on a eu effectivement l'effondrement de l'immeuble Rana Plaza au Bangladesh, et tout ça, ça a entraîné une prise de conscience mondiale quant à la nécessité d'encadrer davantage ce qu'on appelle la vie des affaires. Et cet encadrement, il se fait évidemment sous l'égide et le contrôle d'un certain nombre d'autorités, mais il se fait aussi surtout sous le contrôle du public. Le principal juge des entreprises aujourd'hui et demain, et encore plus avec la loi Pacte, ça va être le public. Donc c'est dans cet environnement de foisonnement de données analysées, dans cet environnement de contrôle intense des autorités et des citoyens que les RegTech ont émergé en 2008, et avec un objectif très simple, c'était permettre aux entreprises de prouver de manière fiable et transparente leur bonne mise en conformité. Donc il faut impérativement des RegTech pour les entreprises. Oui, parce que les entreprises ont peur des amendes qui sont infligées, qui sont assez lourdes, mais elles ont surtout peur en fait, de cette opinion publique, des réseaux sociaux, de l'impact sur la réputation même, qui fait qu'au bout d'un moment, ça va être compliqué de vendre, ça va être compliqué de recruter, ça va être compliqué de garder les équipes en interne. C'est un vrai sujet qui devient de société. Oui, qui devient de société, effectivement, les sanctions sont énormes. On a parlé, en 2016, je crois que le montant total payé par les banques dans le monde pour non-conformité s'est élevé à 42 milliards de dollars. Donc l'aspect financier est quand même important un petit peu aussi. Mais c'est clair que derrière, regardez la réputation des banques, comment les gens jugent, etc. Et il ne faut pas croire qu'il y a un secteur bancaire, le secteur des assurances, ou c'est des secteurs qui sont plus ciblés par ce genre de campagne. Ça va tous nous concerner à terme. Donc effectivement, on a notre intérêt pour contrôler ces sanctions et pour contrôler cette image de marque à mieux vérifier et mieux prouver qu'on est conforme. Laurence Meunieri, cette opinion publique qui est le juge de paix final, c'est celui qu'on retrouve aussi sur les sujets sociétaux, environnementaux, des participations dans lesquelles vous investissez. Vous trouvez quand même un parallèle sur ces sujets-là sur lesquels vous investissez, sur lesquels aujourd'hui des RegTech vont se positionner? Oui, je me faisais la réflexion, c'est peut-être pas totalement un hasard que nous, on est nés en 2008-2009 sur les débris de la crise financière de 2008, et qu'un certain nombre de fonds de ce type sont nés, et le constat qu'on fait, c'est que les attentes de la société, alors la société, c'est les clients, les collaborateurs, les fournisseurs, les actionnaires de plus en plus, ont des attentes et des exigences assez fortes sur le sens et la façon dont on pratique nos activités. Et les directions des grands groupes et les dirigeants en général vont de plus en plus prendre en compte leurs décisions à la lumière de l'impact que leurs choix ont sur la société. Donc je pense effectivement, et d'ailleurs, je ne sais pas si ça vous a échappé, mais vendredi a été voté en première lecture à l'Assemblée des dispositions de la loi Pacte qui initie donc la raison d'être, le sujet de la raison d'être dont vous avez entendu parler, et les entreprises à mission. Donc plus on avance, plus vous allez pouvoir, de façon assez claire, exprimer clairement la finalité de votre activité économique. Il y a un autre juge de paix, un autre contrôleur, c'est la Cour des comptes. Pas pour tout le monde, mais
Quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez expliqué, enfin, c'est en train de se transformer, hein, ce verbe est vraiment utilisé par tout le monde en ce moment, mais c'est vraiment une vraie transformation qui est en train d'être faite et réalisée avec un plan de transformation, comme on voit dans toutes les entreprises. Qu'est-ce qui est en train de se passer à la Cour des comptes et comment vous allez utiliser les RegTech ou la technologie ou le digital pour faire votre métier de contrôle Alors, il y a plusieurs choses à avoir à l'esprit. Déjà, pour commencer, un petit rappel sur le fait que la Cour des comptes, en fait, contrôle, juge les comptes des comptables publics et par ailleurs contrôle la gestion des organisations publiques et évalue les politiques publiques. Et évidemment, certifie les comptes de l'État et de la sécurité sociale. Et en fait, on intervient, nous, comme régulateurs, ce n'est pas le terme qu'on emploie, c'est plutôt le terme d'auditeur externe, donc avec un effet finalement sur des acteurs de la régulation qui est protéiforme. Par exemple, lorsqu'on va voir, on contrôle les régulateurs. Je pense à l'ARCEP, je pense à l'AMF, je pense à d'autres organisations telles que celle-ci. Et en fait, elles-mêmes sont amenées à conduire leur mission en faisant appel aux nouvelles technologies. Il y a un atelier qui a été animé par l'AMF cet après-midi. L'ARCEP travaille à la régulation par la data. Donc, ce sont des autorités administratives indépendantes qui captent de plus en plus de données. Et qui conduisent leur mission de cette façon-ci en automatisant un certain nombre de dispositifs. Nous, quand on est à la Cour des comptes et qu'on va les voir, est-ce qu'on est en mesure de s'assurer qu'ils sont en train de conduire leur mission conformément à la loi, conformément au règlement? Est-ce qu'on est en mesure d'évaluer l'efficacité, l'efficience de la réalisation de leur mission par ces autorités administratives indépendantes? Ça, c'est un des premiers volets. Deuxième volet, nous contrôlons donc les comptables publics et de plus en plus l'administration financière de l'État est en train de s'appuyer sur des systèmes d'information. Il faut avoir à l'esprit qu'il y a quelques décennies, toutes les administrations de l'État avaient pour obligation, tous les comptables publics avaient pour obligation d'envoyer des liasses de papier à la Cour des comptes, dans les chambres régionales des comptes, pour que nous puissions être sûrs que les comptes n'allaient pas être modifiés après la fin de l'exercice. Aujourd'hui, on est en train de dématérialiser tout cela, donc en lien entre les juridictions financières et Bercy. Et donc se pose un certain nombre de questions qui ont été évoquées d'ailleurs, notamment par les RegTech qui se sont exprimés avant la plénière. Donc des questions d'authenticité de celui qui dépose le compte, donc la signature électronique, d'authenticité des documents, d'intangibilité, d'intégrité des données. Est-ce qu'elles sont modifiées, est-ce qu'elles sont modifiables dans les systèmes d'information? Donc ce sont des questions d'empreinte numérique. Et puis plus généralement de sécurisation de ces plateformes de données dans la durée. Et nous avons un enjeu pour cette activité et plus généralement dans le contrôle de l'ensemble des administrations que nous contrôlons, à être capable d'authentifier les données, de sécuriser leur stockage, de les analyser et de restituer un certain nombre d'observations, de recommandations dans un langage qui soit intelligible par l'ensemble de nos concitoyens et pour les décideurs publics. Merci. Avant d'interroger Benjamin Jean sur cette opportunité de créer un écosystème, une question pour Nicolas Guérin, mais plutôt en tant que secrétaire général d'Orange. Je pense que vous avez tous vu qu'Orange, c'est une entreprise qui est plutôt grande, plutôt sur beaucoup de pays. Je vais laisser Nicolas nous donner des chiffres. Mais sur beaucoup de secteurs, pas seulement les télécoms, on sait que c'est très régulé, mais aussi dans la banque, dans la finance, il y a beaucoup de choses. Donc, comment est-ce qu'on arrive à piloter? Alors, je ne sais pas s'il y a 173 milliards de téraoctets de data à gérer tous les ans chez Orange, mais on ne doit pas être très très loin quand même. Comment, avec la casquette Orange et puis la casquette Serre Montesquieu, comment ça se passe concrètement? Oui, peut-être. L'idée, c'est pas de vous faire un padabrama des activités d'Orange, c'est plutôt de vous montrer justement ce que ça veut dire la réglementation chez Orange. Je crois que c'est plus ça la question. En fait, donc évidemment, Orange, c'est un opérateur de télécommunications, donc on est présent dans 28 pays, on agit dans 220 pays et territoires sous la marque Orange Business Services, et donc il est évident que respecter la réglementation dans un groupe comme nous, ça implique de gérer une quantité de data, c'est pas les data dont on parlait, mais de réglementation et de règles d'une variété extraordinaire. Quand vous êtes en Australie, au Brésil, en Afrique subsaharienne,
subsaharienne, etc., les réglementations varient énormément. On n'a pas un corpus européen aussi clair que ça dans toutes ces zones. Donc notre premier enjeu sur la gestion effectivement des données et de la veille réglementaire, c'est les télécommunications. Mais on ne fait pas que ça. On est aussi coté sur Euronext, on est coté au New York Stock Exchange. On a 5 filiales cotées dans différents pays. Et donc là, on se retrouve avec des contraintes réglementaires de type société cotée très très variées d'un continent à l'autre, même s'il y a une base commune. Ça implique aussi d'avoir des équipes ultra spécialisées, de faire une veille permanente sur toutes ces règles pour n'en louper aucune. On est depuis peu actionnaire majoritaire d'Orange Bank en France, mais on est aussi, on a lancé il y a plus de 10 ans un produit qui s'appelle Orange Money. C'est une solution de mobile banking qui est principalement en Afrique et qui a 40 millions de clients avec 26 milliards d'euros de transactions en 2017. Donc ça aussi, encore, la réglementation financière sur ces zones, sur l'ensemble de ces zones, sur ces différentes activités doit être respectée et on doit veiller effectivement à avoir toujours la bonne information et à être en conformité. Le GDPR, évidemment, le GDPR, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est un enjeu pour nous. L'impact du GDPR est insoupçonnable dans les entreprises. Qui n'a pas entendu parler récemment dans les directions juridiques de l'articulation entre l'article 48 du GDPR et puis le Cloud Act dont on parlait tout à l'heure. Celui qui a la solution, je suis prêt à le payer en sortant pour me dire effectivement comment je fais pour continuer à travailler avec un acteur américain tout en respectant le GDPR. Je suis preneur. Donc on a toute une série de réglementations. On fait l'audiovisuel aussi. Donc on a des réglementations audiovisuelles dans un tas de pays. Donc tous ces enjeux-là sont des enjeux de conformité qu'on doit gérer au quotidien et qui relèvent effectivement du secrétariat général. Et on a parlé des amendes tout à l'heure extrêmement élevées, extrêmement importantes, mais je ne sais pas si vous avez une idée du coût estimé de ce qu'on appelle la mise en conformité en général. Les seules études qu'on a, c'est CB Insight qui a estimé ses coûts en 2017 à 100 milliards de dollars pour les seuls services financiers. Donc pour les seuls services financiers, 100 milliards de dollars. Imaginez la banque, les télécoms pour nous dans ces 220 territoires, la banque, l'audiovisuel, etc., le coût que peut représenter ça et la quantité de travail que ça représente. Donc on a effectivement impérativement besoin d'aide. Donc il y a une opportunité énorme. Nicolas restera après la table pour prendre toutes vos opportunités et toutes vos bonnes idées. Benjamin Jean, on a vraiment l'impression après cette journée, on est quand même en clôture, qu'il était temps presque de lancer cet écosystème et il va falloir faire très très vite parce qu'on a eu une petite cartographie de ce qui se passait. Il y a beaucoup de choses qui se passent, notamment aux États-Unis, notamment en Angleterre. On va le dire, on est quand même en retard en France, même si on a des belles regtech. On a vu aussi des belles regtech se présenter ici. On en a des belles, on n'a peut-être pas assez grosses, pas assez connues, pas assez en job dans les entreprises pour travailler. C'était vraiment le temps de lancer. Qu'est-ce que vous attendez derrière ce lancement ? Alors déjà pour réagir, je ne sais pas si on est en retard, mais même si on n'est pas peut-être pionnier sur le domaine des regtech, finalement ça nous évite d'essuyer les plâtres et ça nous permet de faire les choses de manière un peu différente. Ce qui est plutôt une bonne chose et assez aussi dans l'esprit d'Open Law, ça je pourrais détailler. Là, ce que je constate moi, de tout ce qui a été vu aujourd'hui, c'est que l'intuition qu'on avait de ce besoin de réfléchir en termes de regtech, mais de le faire en associant à la fois des directions juridiques, à la fois des porteurs de technologie, à la fois des régulateurs, à la fois des professions réglementées, et toutes les personnes qui étaient là toute la journée, ça avait du sens. Ça avait du sens parce que finalement tout le monde réfléchissait avec cette notion de regtech ou avec d'autres termes, mais tout le monde réfléchissait au sujet. Chacun de son côté avait sa solution un peu maison, était démarché parfois par plein d'acteurs sans savoir vraiment quelle était la bonne solution pour lui. Et lorsqu'on se réunit, qu'on peut réfléchir gérer ensemble à, d'une part, qu'est-ce qui est commun dans ce besoin au travers des différentes entreprises, des différents secteurs dans lesquels chacun peut être, et finalement ce qui peut être, une fois qu'on a défini ce qui peut être commun, ce qui peut être fait ensemble. Là, on voit un potentiel assez intéressant et qui est clairement dans notre esprit et aussi la volonté de ce type de momentum, en tout cas de réunion. On peut se dire, oui, il y a plein de sujets sur lesquels finalement il n'y a pas d'enjeu à le faire seul, mais en revanche, il y en a énormément à ce que ça soit fait et si on le fait ensemble, on sera bien plus fort. Ce que je vois aussi de la journée, c'est que finalement, on n'est plus dans cette idée où avoir sa solution numérique pour assurer la compliance, c'est ce qui va faire de nous le premier de notre secteur. Non, c'est juste que si on ne le fait pas, si on ne s'appuie pas sur le numérique pour assurer la conformité, on sera en retard sur tous les autres et ça va nous porter préjudice. Donc finalement, puisque tout le monde quasiment est dans cette situation, faisons-le ensemble. C'était un peu le constat auquel on voulait arriver. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez partagé dans cette journée. Et une fois qu'on a cette idée commune,
Maintenant, et la seule étape qui reste et qui n'est pas la plus simple, c'est de se dire qu'est-ce qui va faire que ces acteurs vont pouvoir travailler ensemble. Au sein d'Open Law, ce qu'on avait pu faire dans le secteur ce qu'on appelle des legal tech, mais donc tout ce qui est accès au droit, à la justice, et qu'on aimerait reproduire dans ce contexte, c'est de se dire, bon, on a des hommes et des femmes, on a ensuite, ce qu'il nous faut, c'est deux choses. Des projets, pour qu'on travaille sur du concret, et ensuite qu'on se projette plus loin, et des règles claires aussi pour savoir dans quel contexte, dans quel cadre on va être amené à collaborer. Donc là, c'est peut-être la partie qu'on n'a pas évoquée aujourd'hui. Alors les projets, pour rappel, et ceux qui n'étaient pas là en début de journée, vous avez là-bas des post-it sur lesquels vous pouvez identifier à la fois vos besoins et vous pouvez aussi vous identifier en tant que personne comme contributeur potentiel. Et le cadre de collaboration, ça c'est un sujet sur lequel on pourra revenir avec plaisir auprès de vous tous. Mais pour ce qui concerne Open Law, dans un premier temps, c'est de se dire on va partager au maximum de choses et à partir de ce qui aura été partagé par chacun, on va pouvoir construire des solutions qui répondent aux besoins de tout le monde. Merci. Comment Nicolas, vous voyez les enjeux et les défis? C'était une des questions qu'on devait poser, cette table, les enjeux et défis de la création de cet écosystème pour que ça ne soit pas uniquement un vœu pieux. Alors peut-être vous donnez quelques chiffres. Encore, je suis très chiffre aujourd'hui. Je suis désolé. Bon, on les retient tous de tête. Ce sont mes études mathématiques. Donc, vous savez que depuis 2013, on en retard, pas en retard. Enfin, quand même, depuis 2013, 4,96 milliards de dollars ont été levés au niveau mondial sur les RegTech. 4,96 mondial. Alors, malheureusement, on a 18% des 585 deals qui ont été conclus ont été réalisés en Europe. 18%, déjà c'est pour l'Europe. Donc pour l'Europe, on parle. Et la majorité en Europe, j'ai rien contre nos amis britanniques, mais ce sont les RegTech britanniques qui l'emportent. Ah oui, donc c'est pas en Europe en fait. Suivi de très près à égalité par les Irlandais. On avait un représentant irlandais tout à l'heure, voilà, qui est donc très bien, et allemand. Donc la France n'est pas dans... Et puis les Suisses ensuite, pour tout vous dire. Voilà, donc il y a peu de Français aujourd'hui. Et effectivement, les RegTech américaines sont largement dominantes. Alors j'ai absolument rien contre les RegTech américaines, mais je reviens à mon débat sur le Cloud Act et comment on gère des données comme ça, localisées non en France, avec l'accès que les services de renseignement ou les juges américains peuvent avoir à ces données. Ça pose un problème. Donc le premier constat qu'on peut faire, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas trop tard, je suis d'accord, mais on a quand même un petit retard. Il faut travailler. Et puis deuxième remarque, c'est que les RegTech sont largement focalisés sur les services financiers. Donc sur une soixantaine de startups qui sont citées dans l'étude CB Instat, il y en a 2 qui sont françaises. Et voilà, donc vous rapprochez ça des 585 deals dont on parlait tout à l'heure, c'est quand même très financier. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, c'est pas trop tard quand même. Effectivement, il y a de bons exemples. Je crois que l'AMF a passé un accord récemment sur le data management et l'analyse de risque. Elle a signé avec Scale Risk, qui doit être une entreprise, je pense, d'origine française, oui, enfin en tout cas européenne, ça c'est sûr. Donc il n'est pas trop tard. Il y a beaucoup de travaux qui ont été cités tout à l'heure aussi, et un intérêt. Nous, dans le secteur des télécommunications, Sébastien Soriano a effectivement fait un grand séminaire. Donc c'est le président de l'ARCEP sur les RegTech dans les télécoms. C'est des exemples comme ça qui vont nous permettre effectivement, ce que vous proposez aussi, c'est d'associer tous les acteurs de cet écosystème à ces débats-là. Ce qui était très flagrant pour ceux qui ont assisté à la précédente démonstration, c'était le côté ultra complémentaire de chaque présentation. Vous auriez pu prendre, il y avait des produits complets, c'est-à-dire entre l'accès, l'identité sécurisée, les déclarations de conformité, la signature électronique, les alertes, enfin tous ces produits-là finalement, à part un ou deux qui étaient un petit peu à l'écart, pouvaient être pris par une entreprise comme étant des briques à prendre et à construire. Et ça, c'est un énorme avantage par rapport aux écosystèmes américains qui sont effectivement très propriétaires, développés par des très grosses firmes, y compris cabinets américains d'avocats, qui vous imposent derrière leurs clients des solutions sur lesquelles vous avez peu d'action et que vous devez prendre avec des systèmes de fees qui deviennent très désagréables très rapidement. Donc un système à la française, effectivement, avec des briques qu'on pourrait utiliser et en associant différentes solutions technologiques partagées entre les entreprises, parce qu'on a trop tendance dans les entreprises françaises à travailler chacun pour des raisons de concurrence. Mais dans ce domaine-là, je pense qu'on n'est plus sur un sujet de concurrence, on est sur un sujet de risque majeur. Ce serait vraiment extraordinaire. Laurence Meignery, sur cette question d'enjeu et de challenge sur ces créations d'écosystèmes. Si je fais l'exercice d'investisseur d'avoir une première étude, premier niveau d'étude sur le secteur des RegTech, et que je prends les deux aspects économiques, financiers et les questions que ça pose derrière, d'abord, je pense que en tant qu'investisseur, je serais extrêmement positive sur le potentiel du secteur des RegTech.
Il y a évidemment, peut-être avec quelques années de retard sur les Britanniques ou les Américains, mais je n'ai aucun doute que les RegTech françaises et européennes vont lever des sommes d'argent importantes à l'avenir. Pourquoi ? Parce qu'elles répondent à des enjeux absolument prioritaires pour les clients. Il me semble que l'enjeu de productivité et de coût, en fait, de coût du risque, de coût opérationnel, de coût des pénalités est colossal. Donc il me semble que là où sur d'autres secteurs, on a du mal à voir en tant qu'investisseur quand est-ce qu'on va sortir du moment d'époque des proof of concept et est-ce qu'un jour il va y avoir un modèle économique identifiable. Là, on n'est pas du tout dans cette configuration. Je pense que très vite, il y a un tel besoin pour des solutions qu'il y a des modèles économiques et en plus, il y a une valeur ajoutée très forte avec des barrières à l'entrée très fortes, d'ailleurs qui posent aussi des questions. Donc, du point de vue de l'investisseur, c'est clairement un marché très porteur à l'avenir, il me semble. Après, en termes de questions que ça pose, alors, dans la valeur ajoutée, je mets aussi ce que les RegTech peuvent amener en transformation plus soft de collaboration. Non seulement de collaboration au sein des entreprises, on a beaucoup entendu parler de sortir des silos quand on a entendu les startups parler, mais aussi entre entreprises a priori concurrentes. Je lisais une étude américaine où un type du Crédit Suisse disait en fait j'ai UBS en face de chez moi, on se parle beaucoup, je me demande si je ne vais pas mutualiser certains aspects de notre relation client et KYC parce que j'ai plus d'intérêt à faire avec mon concurrent et à me battre avec lui sur l'offre derrière qu'à me battre avec lui sur des sujets défensifs. Alors ça, je trouve ça très intéressant dans ce que peut amener la technologie. Après, dans les enjeux, bon, la question il y a beaucoup de questions qui se posent. Moi, une des principales questions que je me pose, c'est la question de la souveraineté réglementaire à terme. Enfin, non, pas forcément nationale, mais européenne. Qu'est-ce qu'on transfère exactement vers les prestataires ? Est-ce qu'il y a transfert de données ? Dans quelle mesure ? Est-ce que si on plug une solution RegTech sur nos systèmes informatiques, dans quelle mesure on va pouvoir la déploguer sans que des enjeux qui vont plus loin que juste le flux de données, mais plus des enjeux infrastructure s'écroulent. Alors ça, moi, j'ai pas du tout de réponse, mais j'en ai pas encore entendu dans les discussions. Et puis, je pense qu'il y a un enjeu évidemment de leaders mondiaux. C'est vrai qu'on se dit, on a intérêt à créer et à susciter des leaders mondiaux parce que c'est le meilleur moyen de préserver la souveraineté réglementaire des États, enfin des nations et des États européens. Et alors, dernier point, c'est que c'est peut-être aussi le lien avec le régulateur, que vous avez appelé autrement, ou le législateur. Ne peut-être pas le voir comme un arbitre ou un empêcheur de tourner en rond, même si effectivement on souffre tous, je pense, d'une surrégulation, mais comme un allié et de vraiment travailler avec lui très tôt sur les enjeux. Là aussi du collaboratif, en fait, hein, d'essayer d'être. Il y a aussi du collaboratif. Orange capte décidément partout. La Cour des comptes a un exemple, si vous pouvez en parler, dont on a parlé un petit peu sur les collectivités territoriales, qui est en train d'être fait aujourd'hui, qui est assez intéressant. Là, on est vraiment dans le concret. Oui. En fait, depuis plusieurs années, ça doit faire depuis 2011 ou 2012, nous sommes en lien avec le ministère des Finances sur ce projet-là. C'est aussi tout à fait lié à ce que vous disiez. C'est bien que le contrôlé et le contrôleur travaillent ensemble pour identifier les zones où il peut y avoir des alertes à partager ensemble. Le contrôleur n'est pas là pour sanctionner, il est là pour prévenir des situations problématiques. Et donc, effectivement, depuis 2011-2012, nous avons un flux régulier de données qui viennent des ministères financiers qui concernent les collectivités territoriales. Donc, très simplement, ce sont les comptes des collectivités territoriales. Et donc, au-dessus de ces comptes, on a mis en place, nous, un certain nombre de grilles d'analyse qui nous permettent de reconstituer les gros agrégats comptables et financiers, et donc de travailler petit à petit à identifier, alors déjà, les faits. Quand on rédige un rapport sur une collectivité territoriale, on est en mesure d'en venir aux faits et de porter une appréciation qui soit étayée factuellement. Et puis, en plus, cela nous permet de disposer de pistes d'audit
C'est-à-dire que si on se rend compte qu'il y a une problématique particulière dans tel agrégat, par exemple des ratios d'endettement qui ne sont pas soutenables, eh bien, le jour où on va contrôler telle collectivité territoriale, on pourra lui dire, là, vous êtes devant une situation problématique. Et autrement, on peut même imaginer, avec le recul, construire des projections dans le futur de ce que seront ces agrégats financiers, de l'évolution d'un ratio d'endettement, et lors d'un contrôle, le dire, attention, aujourd'hui, vous n'êtes pas encore dans une situation trop risquée, mais si vous continuez ainsi, vous allez vous retrouver dans quelques années dans une situation extrêmement risquée. Donc nous vous recommandons de redresser la barre de tel ou tel point de vue. On peut même aller plus loin dans la réflexion. Ceux qui me connaissent dans l'auditoire savent que je suis un grand féru d'open source et d'open data. On peut imaginer, alors les données de la DGFiP qui concernent les collectivités territoriales et les comptes sont des données qui sont publiques. Et donc, une fois par an, la DGFiP publie ces informations sur le portail d'open data, data.gouv.fr. Nous, notre outil, pour l'instant, s'appuie sur des briques technologiques qui sont propriétaires, mais nous sommes en train de redévelopper la solution par nous-mêmes avec du code qui a vocation à être libéré, pour faire en sorte que les collectivités territoriales elles-mêmes, les acteurs financiers, que ce soit dans l'assurance ou dans la banque, puissent reprendre les données, puissent reprendre le code et l'améliorer pour réaliser un certain nombre de tests que nous ne réalisons pas encore pour l'instant et qui pourraient nous inspirer, et puis aussi pour réfléchir à des services de prévention de risques financiers, de scoring de collectivités en fonction de risques de défaillance qui pourraient survenir. Donc effectivement, il y a un lien à avoir entre le contrôleur, le contrôlé, et puis plus généralement entre tous les acteurs qui sont les parties prenantes du secteur contrôlé ou du secteur régulé. Et puis vous avez parlé de pistes d'audit, hein, c'est-à-dire plutôt de transparence, du coup, et de traçabilité des données que vont pouvoir permettre les outils digitaux, a priori, qui est un point intéressant. Nicolas Guérin, on est en train de construire un écosystème, c'est flou, un écosystème, c'est plusieurs agents, comme on dit en économie, qui travaillent ensemble. Que font les entreprises pour aider les RegTech à se développer ? Alors aujourd'hui, pas grand-chose. Hein. Que doivent faire alors ? Voilà, ce que devraient faire. Et je ne dis pas grand-chose, je parle pour nous. Voilà, je ne vais pas parler au nom des autres, mais quand même, on a 17% des entreprises sondées qui déclarent recourir à une RegTech. Donc c'est un message positif dans le sens où le marché est encore à construire, mais c'est assez négatif sur le fait qu'elles n'y vont pas très vite. Et voilà, donc on ne fait pas grand-chose. Au niveau d'Orange, on fait beaucoup de POC. Ça, très clairement, hein, voilà, on fait beaucoup de POC. Je savais que j'allais en prendre une en disant ça, mais bon, voilà, comme ça, je l'ai fait moi-même. Donc, on fait beaucoup de tests. Donc, non, il faut qu'on accélère. On est en train de mettre en place, nous, on a un fonds qui s'appelle Orange Digital Venture, qui existe déjà, mais qui était doté de moyens importants, mais qu'on va considérablement augmenter, puisqu'on va passer à 500 millions d'euros d'investissement. On a 6 thématiques dans cette Orange Digital Venture, dont les FinTech et les RegTech sont toutes de sous-catégories clairement maintenant identifiées, ce qui n'était pas évident pour nous à l'origine, mais clairement identifié comme un motif d'investissement pour Orange. La plupart des entreprises au début, que ce soit en LegalTech ou RegTech, investissent sur les périmètres aux bornes du groupe. Quand vous êtes opérateur télécom, vous investissez dans les RegTech, dans les LegalTech ou RegTech, dans les sociétés, les startups qui font des télécoms, de la banque ou ce genre de choses. Vous n'allez pas naturellement vers les RegTech et les LegalTech. Mais on a bien compris maintenant que c'était indispensable, que le coût de cette mise en conformité dont on a parlé tout à l'heure était très très important. Et donc c'est bien aujourd'hui une des 6 thématiques qu'on va identifier et dans lequel on déversera une partie, je ne sais pas vous dire combien, des 500 millions d'euros qu'on va investir. 500 millions d'euros Orange Digital Venture, oui, dont une partie pour les FinTech, RegTech. Exactement. D'accord. Et donc, on peut quand même faire des POC, parce que c'est quand même utile de faire des POC pour pouvoir travailler avec les RegTech et faire en sorte que ça devienne un petit peu plus opérationnel et que le lien fasse du lien et qu'on puisse mieux comprendre et se faire confiance. Exactement, mais je crois que c'est la démarche qui était affichée sur le tableau. C'est-à-dire que quand il n'y a pas une rencontre le POC, l'avantage c'est que ça fait rencontrer les attentes et les propositions. Donc il faut passer par là. On fait tout ce qui se fait bien, les hackathons, les POC, tout ce genre de choses. Mais encore une fois, il y a un moment, il faut passer à la réalisation et je pense qu'il faut le faire maintenant, ou en tout cas dans les mois à venir. Benjamin, sur essayer de motiver les acteurs à travailler ensemble, essayer de motiver les entreprises à, si ce n'est
investir, du moins faire des POC, ou du moins les rencontrer pour essayer de les comprendre, ou leur faire un feedback à un entrepreneur. Ça a énormément de valeur aussi pour qu'ils puissent revoir. Comment est-ce que vous voyez le rôle d'Open Law là, dans cet écosystème et ce sujet précis? La seule chose que j'ajouterais, c'est que pour moi, les entreprises dont on parlait jusqu'à maintenant ne sont pas là que pour aider les RegTech. Elles font partie potentiellement des acteurs des RegTech. En fait, globalement, c'est elles qui sont les premières concernées par les technologies qu'elles vont utiliser. Alors, soit effectivement, elles décident que tout va être externalisé. Je ne pense pas que ça arrive. Soit elles investissent aussi en interne pour avoir des solutions, soit elles co-investissent avec d'autres. Et donc, il y a une part non négligeable et qui peut-être potentiellement la plus importante, aussi qui sera liée à ce que des entreprises vont être capables de faire entre elles, ce qu'elles vont être capables de faire pour elles. Donc cette internalisation, cette innovation ouverte autour de l'innovation des RegTech. Ensuite, ce que peut faire OpenLaw sur le sujet, justement, nous, on est plus sur cette dimension-là. Il y a des... Je pense qu'il y a des besoins dans le domaine des RegTech qui sont tellement flagrants, tellement. Ce matin, on parlait beaucoup de la question du risque qui était associé à l'outillage. C'est-à-dire que c'est très bien, mais c'est plus un conseil qui vous donne une décision à son conseil. C'est un outil qui vous donne une décision. Qui est responsable? Et donc, l'un des éléments de réponse était de dire, finalement, c'est best effort, et c'est comme ça que fonctionne aussi le régulateur. J'ai l'impression que cette réponse, si on veut que ça soit effectivement la réponse, si on veut vraiment aller vers le best effort, il faut que tout le monde y réponde ensemble. Tout le monde a intérêt à définir ensemble quelle est la bonne pratique dans tel domaine, quelle est la bonne façon de faire ceci, cela. Ça se réfléchit essentiellement avec tous les acteurs concernés. On ne peut pas être le seul à avoir le meilleur best effort, parce que dans ce cas-là, le risque est très important et l'avantage, encore une fois, est plutôt faible. Donc là, il y a des sujets comme ça où je pense que vraiment, côté OpenLaw, on peut accompagner sans difficulté, parce que c'est dans notre esprit, notre manière de faire. Ensuite, il y a d'autres ressources qui sont donc peut-être moins intuitivement collectives. C'est-à-dire qu'il y a d'autres sujets pour lesquels on pourrait se dire on veut le faire seul et il n'y a pas de raison de le faire avec les autres. Et là, c'est encore toujours la même réflexion à avoir en tête, et c'est ce qu'on voit partout dans le numérique. C'est cette ressource-là, est-ce qu'elle est stratégique pour moi et dans quelle mesure? Est-ce qu'elle évolue vite ou est-ce qu'elle évolue doucement? Donc, quel serait le coût de le faire moi seul et quel est le coût de le faire avec les autres? Si je le fais avec les autres, quelle est la part que je prends dans la gouvernance du projet? C'est des réflexions qu'on voit partout dans tous les secteurs, la mobilité, la santé, l'énergie. On en a parlé, hein, et c'est pas parce qu'on l'applique au domaine des RegTech que ça ne s'applique pas, tout au contraire. Donc là, il y aura la même solution. Et pour les ressources qui sont finalement stratégiques pour plein d'acteurs et qui évoluent très vite, on a tout intérêt à le faire ensemble. Merci. J'ai d'autres questions, mais je voudrais quand même, puisqu'on ouvre toujours le dialogue et l'interaction, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Parce que le temps passe très très vite quand le sujet est passionnant. Est-ce que profitez-en. Vous avez des intervenants de grande qualité. On est en France. Aux États-Unis, il y aurait eu déjà 5 mains levées. Ils se battraient pour parler. Non? Sinon, je peux me poser une question. Tu as une une question à te poser, peut-être? Non, il y a une question qu'on s'est posée au Cercle Montesquieu, qui était pourquoi le Cercle Montesquieu, qui est une association de directeurs juridiques, intervient dans un sujet comme ça. Il faut que vous ayez conscience que les directeurs juridiques, la conformité, elle leur retombe dessus quasi systématiquement. Dans les sondages qu'on a fait, on est, je crois, à 60% des entreprises qui confient la conformité à nos directions juridiques. Or, les directions juridiques dans les entreprises sont souvent des petites équipes qui ont des problèmes de ressources. Et donc, par exemple, chez Orange, les juristes représentent 0,5% de la population du groupe. Donc, il est évident, quand on vient se prononcer avec nos sujets de conformité, on a tendance à vous dire, je vais être horrible, mais c'est évidemment ce que fait pas Orange, mais vous, c'est comme la RSE, quoi. C'est kick the box, et puis tout est réglé. Aucune entreprise fait ça en France, évidemment. Ou alors on est un centre de coûts, merci, ça fait 2 fois quand même. Hein. Mais, non, on est un centre de coûts. Donc on s'est dit finalement que pour aider nos collègues directeurs juridiques, on devait prendre ce sujet-là à bras-le-corps, et on a ouvert le 25 septembre de cette année la Factory, hein, qui est pilotée par Laure Lavorel et Olivier de Bellombrade. Et donc l'idée, c'est ça, c'est au travers de ce cercle, de cette communauté, c'est de voir quels sont les besoins de nos directeurs juridiques en matière de conformité dans les entreprises. Ça vise aussi les legal tech, évidemment, et c'est de leur permettre d'avoir une réflexion structurée au-delà de la concurrence, au-delà une réflexion professionnelle pour effectivement nous permettre de nous doter des outils qui indirectement vont nous permettre de répondre aux régulateurs qu'on aura choisis
et pas un régulateur qui ne serait pas le nôtre, parce que c'est un petit peu la crainte qu'on a, c'est de devoir mettre en place énormément de moyens, d'outils pour répondre aux régulateurs extraterritoriaux et derrière de ne plus avoir en face des acteurs avec qui on a plus l'habitude d'échanger et avec qui le dialogue est le plus constructif, la Cour des comptes, l'AMF, je ne le dis pas parce que c'est vous, mais c'est vrai qu'on a des régulateurs en France qui sont et je pense que c'est pareil aussi en Europe, dans ce que je vois dans les autres pays, même en Afrique, on a des régulateurs de bon niveau qu'on souhaite garder comme interlocuteurs. C'est parfois un peu plus compliqué que certains régulateurs extraterritoriaux pour lesquels on est des databanks, voilà, dans lesquels ils doivent puiser très librement. Notez les RegTech dans la salle. Factory du Cirque Montesquieu, je vous invite à vous rapprocher du Cirque et de venir présenter les RegTech à la Factory. Vous aurez les directeurs juridiques en face de vous et donc potentiellement des alliés, voire des clients. Laurence Minieri, on parle de l'écosystème, on parle de la France, mais il faut aller plus loin quand même. Il faut aller sur les sujets européens et d'essayer d'aller internationaliser aussi notre droit. J'aurais pu poser la question à Nicolas, mais il serait parti sur 25 minutes d'explication sur ce qu'il faut faire. Ça, c'est un sujet aussi qui est important et majeur sur ce domaine précis. Oui, alors c'est vrai que nous, on investit... Que tout ne soit pas aux mains des mêmes pays et des mêmes structures. Oui, mais il y a quand même un sujet de données, qui a la data et qui a la donnée. Et c'est vrai que nous, on intervient à un niveau où souvent les entreprises... l'étape d'après, nous, souvent, c'est des levées de fonds plus internationales. Et très souvent en France, et on le déplore souvent, les startups sont rachetées relativement rapidement, puisqu'on est un petit marché, tout simplement, et que d'autres ont plus de moyens à mettre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation paraît plutôt... on se dit qu'on peut faire avec des gens de très bonne qualité. Demain, on arrive dans tous les secteurs à des moments plus matures. On est plutôt dans des phases de consolidation. Donc, quid d'une RegTech française qui lève des fonds dans un deuxième ou troisième tour auprès d'Américains et qui finalement se fait racheter par un acteur américain ou par Google, tout simplement. C'est des vraies questions, il me semble, et c'est pour ça que je disais qu'on n'a pas le choix que d'essayer de créer des leaders mondiaux. Je ne suis pas sûre que la méthode un peu à la Montebourg ou même à la Lemaire de dire il faut absolument garder français, vous ne pouvez pas être racheté, soit durable et pérenne. On n'a pas le choix que d'avoir... Alors, je ne sais pas si on a une façon de faire particulière ou des atouts dans notre manche pour être attirant, y compris dans le monde. C'est le cas, parce qu'on est quand même une place financière très importante. Donc on pourrait penser qu'on est des acteurs très importants dans ce domaine. Nicolas, vous voulez rajouter quelque chose ? C'est toi qui me provoque, là. Moi, oui, je pense qu'on a énormément d'atouts. Après, on est très français et on ne sait pas forcément les mettre en avant, mais on a énormément d'atouts. Je veux dire, l'exemple du cloud, par exemple, est énorme. On devrait tous dire, se soumettre à des sociétés asiatiques ou à des sociétés américaines soumises au Cloud Act ou à le cloud à la française. Quand vous regardez la plupart des entreprises, quelles solutions de cloud elles utilisent aujourd'hui, c'est Amazon. C'est Amazon. Donc il faut qu'on achète français, il faut qu'on affirme acheter français, et pas, c'est pas un débat politique, c'est juste un débat même de sécurité pour les entreprises. C'est un débat politique aussi. Oui, ça nous déçoit tous. Alors, quand Renault choisit Google et non pas Quant, parce qu'avec le micro, ça marche pas. Oui, mais qui aujourd'hui... Qui choisit Quant? Qui a Quant en moteur de recherche par défaut? Bon, moi, donc j'avoue. Mais sinon, les autres vont oui, mais donner la chance à Quant avec 10% ou même 5%. Donner la chance, oui. Parce que c'était ça le sujet. C'était pas de donner le marché à Quant. C'était de laisser la possibilité à Quant d'avoir 5 ou 10% du marché. Ça permettait à un acteur, évidemment, qui n'est pas prêt, qui n'a pas la maturité de l'autre, évidemment, de lui laisser une chance de grandir. De grandir. Benjamin Jean, oui. Si je peux intervenir, je suis un peu étranger à ces débats, mais dans le sens où je ne suis pas forcément dans une logique d'investissement et de créer la licorne française sur cette thématique. Mais pour moi, ce qui fait le succès d'une filière, d'un secteur ou d'une société, c'est justement la manière dont ces acteurs ont réussi à travailler ensemble. Alors, il y a un contre-exemple qui est quand même intéressant à citer. On parlait de la Chine encore ce matin. Dans le domaine de l'intelligence artificielle dédiée aux véhicules,
Ils ont simplement surinvesti pendant 3-4 ans, avec une politique de l'État assez autoritaire aussi, qui a amené tous ces acteurs à travailler ensemble, et ils ont dépassé tout ce qui se fait aux États-Unis, en Europe, ou que ce soit dans le monde. Et donc là, c'est d'un point de vue purement factuel, ce qu'ils font, clairement, ils ont rattrapé le retard. Après, il y a d'autres sujets dans le domaine de la mobilité. En France, il y a des initiatives intéressantes. Dans l'énergie aussi, on a des projets comme ça. Donc, il faut plus réfléchir sur quel est cet intérêt collectif qui peut être porté par une structure, que ce soit une structure privée, une structure publique, à la limite, c'est encore un autre sujet. Mais comment est-ce qu'on peut réussir à faire en sorte que ces acteurs puissent continuer à se développer dans un environnement qui leur est favorable? Et si on réfléchit que acteur par acteur, à mon avis, on n'aura jamais la solution et on sera mangé par les plus gros. Absolument. Que fait la Cour des comptes? Je vous laisse prendre le micro. Il va falloir préciser la question. Préciser la phrase, c'était juste pour faire un effet d'annonce. Sur ces sujets d'écosystème, de RegTech, d'évolution, comment est-ce que vous voyez le rôle de la Cour des comptes? Alors, je le disais en introduction, en fait, on a un rôle qui est au moins double ou triple. Déjà, le simple fait, nous, de nous moderniser dans la manière dont on utilise les données, dont on utilise les nouvelles technologies, dans la manière dont nous contrôlons, cela nous permet de nous familiariser avec ce qui est utilisé par les administrations, par certaines entreprises publiques, puisque nous contrôlons aussi un certain nombre d'entreprises publiques, et par les autorités de régulation. Et donc, en nous familiarisant, on est en mesure de porter des observations qui sont plus pertinentes pour dire à telle administration ou à telle entreprise publique ou à tel régulateur, là, vous êtes en train de passer à côté de quelque chose. Donc, c'est essentiellement ce que l'on peut faire. Pour le reste, nous n'intervenons pas, nous, sur le marché, dans des secteurs économiques très précis. Alors, peut-être en parallèle, évoquer le fait qu'on a des collègues de la Cour des comptes qui, eux, pour le coup, se mettent en disponibilité et vont travailler dans le secteur privé, notamment dans le secteur des télécoms, dans le secteur des médias, dans le secteur financier, et qui interviennent, eux, directement dans de la régulation, ou soit en tant que régulés, mais donc avec un enjeu de compliance très fort, soit en tant que régulateur. Et donc, on a aussi l'espoir que, le passage par la Cour des comptes, ce soit un passage qui soit très formateur pour pouvoir doter ces secteurs économiques ou ces secteurs très régulés de compétences qualifiées. Par curiosité, vous en êtes tout de votre plan de transformation dont on parlait tout à l'heure en introduction? Alors, on en est à un stade où... alors moi j'ai pris mes fonctions de secrétaire général adjoint de la Cour des comptes en novembre 2017, avec comme première mission d'établir une stratégie 2018-2021 d'appui au métier. Donc comment est-ce qu'on aide les équipes de contrôle à s'appuyer sur des expertises d'audit de systèmes d'information, de bases de données, de data science, mais aussi des expertises de développement informatique pour réussir à automatiser un certain nombre de nos dispositifs de contrôle. Et donc, on en est au stade où on a présenté la stratégie et on est en train de commencer à développer un certain nombre d'actions. Parmi ces actions, il y a le fait de faire la distinction dans nos outils numériques entre ce qui est vraiment du cœur de métier et que l'on doit être en mesure de maîtriser de bout en bout. Et quand je dis de bout en bout, c'est les infrastructures, stockage, les logiciels, donc capacité de développement, et les données, donc capacité de traitement, de conservation de la durée et conformité au RGPD, parce que ça s'applique à nous aussi. Donc ça c'est le premier volet, c'est le premier cercle. Et puis tout autour, il y a un cercle d'applications qui ne sont pas cœur de métier et pour lesquels on doit pouvoir s'appuyer sur des technologies qui existent déjà, donc sur des solutions sur étagère ou sur des solutions développées par des prestataires auxquels on peut faire appel ponctuellement. Mais on a vraiment une réflexion qui est de savoir si on a la compétence en interne, parce que c'est sans doute une mauvaise chose pour l'intérêt général, pour les juridictions financières, pour la Cour, les chambres régionales, mais aussi pour les prestataires, de se retrouver à interagir avec des administrations qui ne maîtrisent pas leur cœur de métier, y compris sous l'angle technologique. Comment une instance comme le Cercle Montesquieu va, puisqu'on parlait tout à l'heure de collaboration et de travail avec les autorités, discussion, comment est-ce qu'une association professionnelle comme le Cercle Montesquieu va interagir avec le régulateur, avec le législateur, avec ces sujets-là? Comment ça se passe? Tu veux dire de manière générale, oui, ou sur le sujet des RegTech? Non, de manière
manière générale, c'est l'écosystème auquel tu fais référence. Enfin, là, c'est effectivement, nous, on milite pour le fait d'avoir une grande profession du droit en France, comme dans énormément de pays européens. Et ce débat-là des RegTech, ces travaux qu'on fait, contribuent à ça. C'est la compétitivité. On se bat pour la compétitivité des directions juridiques en France. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de siège social sans direction juridique, pas d'avocats qui travaillent avec les directions juridiques s'il n'y a pas de direction juridique, pas d'université française s'il n'y a pas de direction juridique, s'il n'y a pas d'avocat, pas de procès en France ou de litige traité en France s'il n'y a pas de direction juridique, etc. etc. Donc on milite pour le fait que cet ensemble, ce système complet du droit n'existe et ne perdurera que si on le défend et on en démontre la compétitivité. Donc les débats et notre participation aujourd'hui, ça vise à ça, ça vise à montrer que si on est en pointe sur les legal tech, si on est en pointe sur les regtech, on est en pointe dans les métiers, dans le devenir des métiers de juristes, et donc la France s'en sortira et on continuera à avoir l'excellent niveau de droit qu'ont nos directions juridiques, nos avocats, nos universités en France aujourd'hui. Donc voilà, tout ça, on le met en avant effectivement auprès des pouvoirs publics, où on fait du lobbying professionnel classique, c'est-à-dire qu'on va les voir avec nos bâtons de pèlerin et on essaie de les convaincre qu'effectivement il est urgent de commencer à tirer cette pelote pour aboutir jusqu'à la grande profession du droit et assurer la compétitivité des professions juridiques en France. Voilà. La profession du droit, peut-être la grande profession du droit, a eu son premier Grenelle du droit l'année dernière, à son deuxième, puisque c'est bientôt, donc autant le faire la 16 publicité. novembre, effectivement. Oui, 16 novembre. Ouais. Ces sujets-là vont être, j'imagine, abordés. Oui, on devrait effectivement aborder legal tech, regtech de toute façon, oui, puisque c'est une des briques essentielles de la compétitivité. Ne ratons pas les regtech à côté des legal tech pour le Grenelle du droit. Avec plaisir. Comment le cadre de collaboration, c'est comme ça que vous l'avez appelé tout à l'heure, Benjamin Jean, va se mettre en place dans les semaines et mois qui viennent? Alors on a les post-it avec les idées, les propositions de collaboration. Comment est-ce que concrètement ça devrait comment vous voyez ce développement derrière pour qu'on arrive à partir avec du concret, voire des promesses, voire une date sur laquelle on peut éventuellement se retrouver? Oui, alors c'est le genre de question aussi, il faut finir par ça. Même si c'est toujours difficile d'anticiper quelle forme ça prendra. Là, l'idée, c'est que les ateliers, donc il y a eu des prises de notes sur les différents ateliers, sur les conférences durant la journée. Encore une fois, les pads sont disponibles publiquement, donc vous pouvez aussi revenir plus tard pour compléter si vous le souhaitez. De notre côté, on va repasser dessus pour peaufiner. En même temps, il y a les quelques éléments qui ont été mis au tableau, et je vous invite encore une fois à les compléter si vous le souhaitez. D'ici 2 semaines, ce qu'on voulait, c'était publier tout ça assez largement, pour que d'autres personnes qui n'étaient pas présentes aujourd'hui puissent compléter ces différentes thématiques, ces différents sujets de discussion. Et ce qu'on avait en tête, c'est qu'ensuite, sur chacune des thématiques, sur chacun de ces thèmes qui pourraient se révéler, qu'on réunisse les contributeurs potentiels, donc toutes les personnes qui se sont manifestées comme étant intéressées par qui RGPD, qui compliance pour les TPE, PME, il y a différents sujets qui sont évoqués là-bas, puissent ensuite se retrouver dans des cadences. Alors, là, c'est toujours difficile. Encore une fois, ça dépendra du groupe et du thème, mais au moins quelques réunions d'ici la fin de l'année, ne serait-ce que pour se mettre d'accord sur ce qu'on pourra faire en 2019. Donc ce qu'on avait évoqué, c'est des timings qui sont assez courts. Alors dans Open Law, on a toujours tendance à se donner des contraintes fortes. Disons qu'on est très ambitieux, mais qu'au final, finalement, l'histoire nous donne quand même plutôt raison dans cette démarche aussi. Là, l'objectif, ça serait donc il y a un autre événement qui est le village Legal Tech qu'on organise fin novembre. Ce qu'on se disait, c'est que si on était en capacité de présenter, mais si c'est pour le Grenelle, c'est encore mieux, il y a pas qu'on sera en capacité de présenter peut-être justement ces différentes thématiques, les feuilles de route telles qu'elles avaient été déjà, même si c'est un stade brouillon, bêta 0.1, imaginées par les participants potentiels, de telle sorte à avoir de nouveau le maximum de discussions, d'échanges, et qu'on se lance dès janvier-février, donc dès la rentrée, sur des groupes de travail, mais qui seront là sur du concret, en se disant qu'en 6 mois, ils sont capables de présenter déjà quelque chose, et que lors du prochain Paris RegTech Forum, là, on arrive avec des projets très concrets, des exemples, et surtout, finalement, qu'on puisse, sur cette première brique, construire encore plus ambitieux. C'est-à-dire qu'on va brique par brique, on pourra arriver sur des choses assez intéressantes. Concernant peut-être, alors moi c'est un sujet sur lequel je pourrais parler des heures aussi, mais on n'a pas des heures, la question du cadre de collaboration. Donc, on parlait de bien commun. Un bien commun, c'est une ressource avec une communauté, des acteurs et des règles de gouvernance. Et le cadre de collaboration, c'est ce que recouvrent ces règles de gouvernance. Et l'un des sujets toujours complexes, c'est comment gérer la propriété intellectuelle, comment gérer la valeur qui est apportée par chacun.
Alors le postulat qui a été celui d'OpenLaw depuis l'origine a été de dire finalement ce qu'on fait, c'est qu'on va se concentrer sur ce qui peut être partagé et ouvert. Donc ce que j'évoquais tout à l'heure, donc dans un premier temps, moi, ce que je proposerais à ces différents groupes de travail, c'est d'envisager une collaboration sur ce qui est important pour chacun d'entre eux, mais qui est pas, en tout cas, mais qui peuvent partager assez facilement, de telle sorte à ce qu'on on collabore, donc on rentre déjà dans cette relation qui est plutôt saine et qui permet de mieux se connaître, et qu'on ait une première brique, et qu'à l'issue de cette première brique, on voit ce qu'on veut faire ensuite. Et encore une fois, c'est ce qu'on a mené dans le champ de la Legal Tech avec des acteurs qui étaient ultra concurrentiels, et ils ont fait des choses ensemble, ils se sont rendus compte qu'en faisant ensemble, finalement, ils avaient tout intérêt à faire encore plus ensemble. Donc c'est cette démarche que je voudrais proposer. Donc en termes de propriété intellectuelle, c'est pas du tout, on n'est pas du tout en termes d'investissement, en tout cas tel qu'on peut le voir, mais ça pourrait venir dans un second temps. Là, l'idée pour moi, c'est de se dire, on va faire en sorte que tout ce qui est créé soit partagé au plus grand nombre, de telle sorte à ce que tout le monde ait intérêt à venir et à participer. Et ensuite, s'il y a des projets qui s'en saisissent, je dirais pour eux, lever des capitaux pour créer de nouvelles offres, de nouveaux services, qu'ils le fassent, tant mieux. Mais ça sera une seconde étape. Laurence Meignery, merci. Peut-être pour aussi une conclusion, on va terminer. Comment est-ce que vous voyez évoluer ces sujets-là? Comment est-ce que vous voyez évoluer l'écosystème? Comment vous pensez qu'on va pouvoir emmener les investisseurs, puisque vous avez la casquette aujourd'hui d'investisseur, pour nous tous, pour aller aider, développer des RegTech françaises et les faire grandir, comme vous avez dit, européennes, voire des acteurs mondiaux? Quel est votre souhait pour les mois qui viennent? La question est difficile. J'aime beaucoup l'approche que vous venez d'exprimer. C'est rassurant de se dire qu'il y a un écosystème national qui est en train de se créer de cette manière, je trouve, y compris pour un investisseur. Ensuite, en fait, je redis, j'ai pas de crainte majeure en fait sur. Je parle sous contrôle des clients futurs des RegTech, mais que les RegTech vont se développer et lever de l'argent. La question est effectivement la capacité à pouvoir aller rapidement au-delà de l'échelon national. Ouais. Et puis, je pense qu'il y a des enjeux éthiques derrière qu'on a juste effleurés, mais qui peuvent être des freins pour les directions juridiques, pour les entreprises. Et je ne sais pas dans quelle mesure les RegTech ont des solutions aujourd'hui pour ça. Je pense que ça nous dépasse tous. Mais il y a des enjeux éthiques qui se posent sur la data et jusqu'où on va sur, par exemple, la connaissance du client. Je trouve que ça pose d'énormes questions. Et comment on définit nous-mêmes de façon collaborative les limites qu'on se donne et l'éthique qu'on donne au métier. Merci. On va conclure avec ce mot qui est intéressant, puisqu'on va conclure avec l'éthique. Donc merci beaucoup, mesdames et messieurs, de vos interventions.